Bon, ben bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je m'appelle Jean-Sébastien, alias pour le monde proche, John. Tout le monde m'appelle John, OK? Moi, c'est Alexandre. Toi, c'est Alexandre. Tout le monde m'appelle Brod. Oui. On est tous deux animateurs du podcast Fondrant. Dans le fond, Fondrant, c'est un podcast qui parle de tout ce qui est agriculture, monde agricole, monde de vie rurale. On a été mandatés aujourd'hui pour venir animer une discussion avec Vincent. Fait qu'on va avoir bien du plaisir. Fait que... Ben, aujourd'hui, on va garder la même thématique que mardi passé. OK. Dans le fond, les histoires à succès. Excusez. Fait que aujourd'hui, on reçoit un des chefs propriétaires de la cabane d'à côté du groupe Au Pied de Cochon, qui va nous parler un peu de son histoire à succès avec ses Tu sais, je vais pouvoir prendre des conseils, là, mais parlant de succès, mais que moi qui n'a pas marché. L'autre jour, j'ai voulu faire un pâté chinois, puis je me suis dit, tu sais, là, ça m'inspirait. Tu sais, j'écoutais bien des entrevues que t'as faites, Vincent, puis tout, je suis comme Caroline, j'ai essayé d'innover moi aussi. Fait que mon pâté chinois, à la place de mettre du bœuf haché, j'ai mis du tofu. Ça, c'était pas un succès, on t'a dit tout de suite, là, c'était pas... Mais faut pas dire qu'on fait des erreurs, John. OK. J'ai lu sur le site du Salon de l'agriculture, il y avait une citation d'Albert Einstein, je vais la lire pour pas faire d'erreur. Ça dit « Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. » Ouais, c'est inspirant. Tabarouette, c'est bon, ça. Ah oui. Puis parlant d'inspiration, ben, pour t'aider aussi avec ton pâté chinois, on reçoit aujourd'hui Vincent Dion-Lavallée de la cabane du Pied de Cochon. Dans le fond. Ouais, Pied de Cochon. On appelle ça le groupe Pied de Cochon ou c'est Au Pied de Cochon? Au Pied de Cochon. On s'est rendu compte que de tout rassembler sous la même entreprise, c'était plus facile pour les gens. On a une marque en épicerie, il y a nos restaurants, mais toutes nos entités sont différentes. Il y a la cabane d'à côté, cabane à sucre au Pied de Cochon, le restaurant, la distillerie, la cidrerie. Donc, tu sais, mais on est tous unis. C'est les mêmes propriétaires, on est tous ensemble. Avant de commencer, as-tu un truc pour John pour son pâté chinois? Une dose de talent. Oh, merci. Je vais moi essayer de trouver sur la quatre parts du talent. Non, mais des fois, il y a des classiques que tu peux pas changer. Exactement. Pâté chinois, ça reste un pâté chinois. Ouais. Non. Ça, c'est ça. C'est comme la poutine, là, tu peux pas mettre du fromage râpé sur une poutine. Là. Non. Sauf si t'es en France. Ouais, c'est ça. Hey Vincent, ben merci beaucoup d'être là. Plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, on va y aller global en partant. Si tu veux te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Vincent Dion-Lavallée, je suis un des copropriétaires au Pied de Cochon. Donc, on a le restaurant, la cabane à sucre, la cabane à côté. J'ai 37 ans, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis au Pied de Cochon. OK, ça va vite. Ouais, mais j'ai commencé quand même assez jeune. Pendant que j'allais à l'école, j'ai toujours voyagé, je suis parti, je suis toujours revenu. Puis c'est vraiment une histoire d'amour avec le groupe au Pied de Cochon, avec Martin. Mm-hmm. Je suis chef de formation, cuisinier. Puis jamais dans ma vie, je pensais qu'on allait avoir un jour une terre agricole, une cabane à sucre, un verger, des animaux. Moi, c'est vraiment la nourriture, la bouffe, la cuisine qui m'allumait. Puis de suivre Martin m'a toujours amené des nouveaux défis. Puis c'est ce qui fait qu'on est rendu avec, tu sais, on a une érablière 10 000 en taille, on a un verger, on a une distillerie, on transforme beaucoup de produits. On a déjà eu une ferme poulet, cerf, on a eu des veaux, des poules pondeuses. Donc, tu sais, on est quand même assez diversifié. On a fait beaucoup d'erreurs. On a investi énormément de temps, donc temps, argent. Puis maintenant, on est rendu quand même à avoir une grosse structure qui est bien huilée, mais qui nécessite énormément d'énergie. Ah, c'est sûr. Puis c'était-tu ta vocation, ça, la cuisine, devenir chef? C'était-tu quoi que depuis que t'avais 5 ans, mettons, tu disais, moi, je veux faire du pâté chinois? Non. Non, cuisine, non. Tu sais, je pense que, tu sais, vers 16, 17, 18 ans, tout le monde est un peu perdu, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Puis, t'arrives à un stade où il y a le côté pratique, concret qui m'attirait beaucoup. J'ai découvert la cuisine, je suis tombé en amour. C'est vraiment, même encore à ce jour, il y a pas une journée où j'ai l'impression de travailler. Oh, wow. Donc, tu sais, je suis vraiment sur mon X. C'est le métier que je voulais faire. Je dis pas que c'est rose tout le temps, mais de pouvoir cuisiner, de travailler ses produits, c'est vraiment ce qui m'allumait.
Puis la cuisine, tu sais, ça te permet de voyager aussi beaucoup. Ouais. T'as besoin d'un couteau, puis de ta propre personne, puis tu peux travailler partout dans le monde. Donc, ça m'a permis quand même à voyager assez. Puis, à un moment donné, c'est de revenir au Québec pour justement valoriser un peu le terroir. On parle souvent de terroir, mais c'est ce qui m'allumait beaucoup. OK. Ouais, puis c'est quoi qui c'est quoi qui t'anime à tous les jours de continuer, puis qui fait que ça reste une passion pour toi, la cuisine? Je pense que c'est l'entreprise, c'est le fait d'être propriétaire aussi qui fait que tu travailles pour toi, pour ton, pas ton succès personnel, mais le succès de ton entreprise. Puis l'entreprise est tellement forte, puis c'est vraiment une famille, tu sais. Je pense que c'est ça qui nous allume beaucoup, puis c'est un travail de passion. Ça reste que c'est un peu comme l'agriculture. Ouais. On compte pas nos heures, on travaille les soirs, on travaille la fin de semaine. Des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Puis, tu sais, il y a quand même une évolution. Là. J'ai commencé jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité. Puis maintenant, tu sais, j'ai 37 ans. J'ai 2 filles. T'essaies d'être avec elles. Mais, tu sais, t'inculques les bonnes valeurs. Tu sais, pour moi, ça reste... C'est ça ma paye, tu sais, de pouvoir me promener sur ma terre, que ce soit en Kubota, en motoneige, en tracteur, d'aller cueillir une pomme, de manger un bâton de tir, ça reste que c'est ta tire, ta pomme, c'est des belles valeurs que tu peux inculquer à tes enfants. Ah, vraiment? C'est quoi les sacrifices que tu as eu à faire au fil du temps qui t'ont amené là? C'est beaucoup le temps. Tu sais, beaucoup de jeunes me demandent combien d'heures on travaille par semaine. Je pense que la meilleure réponse ou la meilleure chose à faire, c'est de pas calculer. Donc, tu sais, on calcule pas nos heures. On est tout le temps là. On est là pour nos employés. Puis ça reste que on conjugue les deux. On a et de la restauration et de l'agriculture, qui est probablement les 2 pires métiers au niveau du temps. C'est hallucinant. Ouais. Donc, tu sais, on essaie de tout concilier ça ensemble. T'es copropriétaire de la cabane d'à côté et du Pied de Cochon. Dans le fond, c'est c'est un groupe. On connaît beaucoup le Pied de Cochon à cause de l'émission Un chef à la cabane. La cabane d'à côté, ben moi, je la connais un peu moins. C'est quoi le concept de ça? Quand on a acheté en 2017. On a acheté le voisin qui vendait sa terre. Sur la terre, il y avait des serres rouges, il y avait une grosse maison, on avait un verger. Il y avait aussi des érables qu'on a entaillés. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de reprendre cette terre-là puis de la valoriser. Ça a été un peu mon mandat parce que moi, j'étais quand même prêt à voler de mes propres ailes. Puis on a décidé avec Martin et Marc, mes 2 associés, de faire que je devienne partenaire dans l'entreprise. Quand on a acheté, il y avait une toute petite cabane en plein dans le verger, entre le verger et l'érablière. On a décidé de se partir une table champêtre. OK. Donc, on valorise, on utilise 50% de nos produits pour les mettre en valeur sur la table. Puis, c'est vraiment une petite entreprise. Comme en ce moment, on fait une 20aine de clients par service. Okay. On a diversifié avec la pandémie, l'été, on fait les pique-niques dans le... On a quand même évolué, mais ça reste que la cabane était quand même très petite. Donc, c'est vraiment de valoriser les produits qui sont sur la ferme. On a un jardin. On n'est pas très gros. Je veux dire, on fait pas de la culture de masse, mais on plante nos tomates, nos piments. On essaie vraiment de valoriser le pied carré de la terre. Ouais. On a une production. Puis, on sait ce qu'on est capable de trouver. On est restaurateur, donc on connaît un peu les enjeux du domaine de l'agriculture. On est capable d'aller chercher des bons fournisseurs, mais on produit aussi les choses qui sont peut-être un peu plus rares, un peu plus difficiles à avoir. Puis c'était de faire une cuisine, tu sais, c'est quand même facile. Au Québec, quand tu penses tradition, tu penses à temps des sucres, poutine. Ouais. Mais qu'est-ce que la tradition au Québec? Non, mais au pâté chinois. Mais, tu sais, on s'est rendu compte qu'on a commencé avec le temps des sucres. C'était super facile. T'sais, ragoût de pâte de cochon, tourtière, soupe au pois, des bines. Mais tu fais quoi l'été? Tu fais quoi dans le temps à l'automne, dans le temps des récoltes? Il n'y a rien qui est classique. Tout le monde est capable de cuisiner, tu sais, une sandwich aux tomates, une salade de tomates. Mais il a fallu s'approprier un peu des recettes qu'on a créées pour nous en fonction de la saisonnalité au Québec. Ou de ce qui était disponible dans notre coin. Ouais, c'est ça, parce que tu dis, même tantôt tu l'as mentionné, oui, tu es chef cuisinier, mais tu dis que tu es agriculteur aussi. On dit pas qu'on est agriculteur, parce que je pense qu'on porte
Tu fais de l'agriculture. On fait de l'agriculture, Ouais. mais on n'est pas agriculteur parce que ça reste un métier puis on n'est pas spécialisé. Tu sais, on a des bons contacts, on se sert de plusieurs personnes autour de nous. On n'a pas peur de demander. On a eu l'air fou à maintes et maintes reprises, mais notre métier principal, c'est restaurateur. Ouais. Mais vous produisez quand même vos produits. Quand vous êtes capable d'en avoir, c'est ces produits-là que vous utilisez pour vos cuisines. 100%. Y a-tu des moments qu'à un moment donné, vous avez pas le choix, faut que vous preniez d'un distributeur, d'un fournisseur externe, où c'est constant? Comment ça marche? Ben, notre entreprise a plusieurs ramifications, plusieurs bras. Donc, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, quand on va faire des ketchup ou des tourtières, tu sais, on a un gros volume. Donc, on va avoir affaire à des distributeurs ou à des grossistes. Mais tout ce qui est cabane d'à côté, menu, restauration, un peu plus niché, tu sais, on fait affaire soit avec notre production ou directement avec des producteurs locaux ou tu sais, des maraîchers ou des producteurs de viande. Puis ça devient vraiment des alliés. Tu sais, c'est pas juste c'est pas simplement l'enjeu monétaire. Tu sais, ça reste de la famille, ça reste des gens, des associations qu'on a développées depuis plusieurs années. Tu sais. Je sais que c'est un défi parce qu'on a parlé avec des producteurs, mettons, ça me fait penser à un producteur d'agneau. Bon, il y a eu du dumping de d'autres pays, puis que lui, il s'est fait couper, je pense que c'était plus que 50% de sa clientèle, là, veut pas. Juste à cause du prix, parce qu'il coupait le prix, ça avait pas d'allure, fait que il trouvait, tu sais, c'est ça qui est plate que lui il a perdu. Ses clients ont perdu des produits locaux à offrir, puis lui il a perdu quasiment toute sa clientèle. C'est un enjeu que je voulais voir avec toi. Parce que tu disais tantôt quand on discutait, la marge est rendue extrêmement mince. Toutes les marges. C'est incroyable. Mais tu sais, nous autres, on fait vraiment le pont, la liaison entre l'agriculteur et la clientèle. Tu sais, nous autres, on transforme le produit. Nous, on prend un risque aussi, tu sais, quand même assez énorme. Fait que c'est notre travail, justement, tu sais, de faire le pont entre l'agriculteur puis le client, tu sais. Ça reste que ça demande énormément de ressources, énormément de créativité. Tu sais, tantôt, on en parlait, mais on n'est plus capable. On fait des menus, on fait une dizaine de menus par année. On a toute notre banque d'agriculteurs. Tu sais, nos fournisseurs, on travaille toujours avec les mêmes. On est des bons payeurs. On valorise tout le temps les produits qui sont d'exception, qui sont bons. Mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, on pense aussi aux clients. Puis tout le monde met de la viande dans son panier d'épicerie, des fruits, des légumes. Ça reste que tout coûte cher. Donc, des fois, c'est d'être là-dedans, d'offrir un produit de qualité abordable. Quand c'est en transformation ou tu sais, plus en prêt à cuisiner, c'est plus difficile de valoriser les produits d'exception. Alors que quand on est en restauration, tu sais, quand les clients viennent manger au pied de cochon, à la cabane d'à côté, les gens sont prêts à mettre le prix. Ça reste une sortie. Ouais. Mais l'alimentation, à la journée, au day-to-day, tout le monde regarde combien ça lui coûte. Les gens sont quand même conscients de leur portefeuille puis du budget. Ouais, c'est ça. Puis au Québec, on parle beaucoup de durabilité alimentaire depuis d'agriculture durable, durabilité alimentaire, tout ça depuis les dernières années. Puis je pense que pour toi, c'est important la durabilité alimentaire. Puis tu sais, ce qu'on parle de durable, souvent c'est relatif à chacun. Ça peut être d'une façon ou d'une autre. Toi, as-tu une façon? Pour toi, la durabilité alimentaire, c'est quoi la définition pour toi? Mais je pense que c'est d'avoir des recettes qui vont perdurer dans le temps, d'avoir des produits que tu vas être capable de travailler. Tu sais, je pense que c'est un peu le métier du restaurateur, c'est d'être instigateur de nouvelles recettes, de nouvelles tendances. Tu sais, c'est notre rôle à nous de parler directement avec l'agriculteur, de cibler les nouveaux produits, pas nécessairement les nouveaux produits, mais des coupes, des trucs, tu sais, que ce soit dans le veau, le porc, le bœuf, le poulet, le sirop d'érable, les petits fruits. C'est à nous de travailler, c'est à nous de se casser le basic pour créer, puis après ça, de le proposer aux clients. Puis les clients, par la suite, tu sais, vont être beaucoup plus enclins à l'essayer à la maison, puis ça crée une demande aussi, tu sais. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est ça, tu sais, la durabilité, tu sais, la durabilité, c'est de parler de circuit court, mais c'est comme moi quand je fais affaire à la cabane d'à côté avec des producteurs, mais je fais pas affaire avec un producteur de fraises, tu sais, je fais affaire avec Pierre-Luc. Quand je fais affaire avec, tu sais, un producteur de tomates, ben c'est Sébastien.
On parle de non, on a vraiment on a un sentiment, puis on aime les personnes, puis ça, pour nous, c'est important beaucoup, tu sais. On salue Pierre-Luc puis Sébastien. Mais ben oui, c'est important. Puis tu sais, bon, t'as nommé des noms, Pierre-Luc, Sébastien. Puis il y a une famille en arrière de ça aussi. 100%. C'est le même qui vivent, eux autres. Il faut penser à ça. Là, moi, ça, je trouve ça beau de l'agriculture au Québec. C'est la majorité, c'est toutes des entreprises familiales. Fait qu'il faut soutenir ça, faut les soutenir, faut les encourager, faut leur montrer qu'on est là puis de pas lâcher parce que on le disait au début, c'est extrêmement d'heures. Tu sais, la relève, on est les deux de la relève, on sait tous les sacrifices qu'il va y avoir, on sait toutes les heures qu'on va avoir à donner juste pour se sortir de la tête de l'eau, juste pour réussir. Hey, peut-être dans 10 ans, ça va aller mieux, tu sais. Être rentable. Ouais, être rentable. Tu sais, c'est drôle aussi parce qu'on est tellement de proximité. Ça reste qu'on est en région. Là, on est à Saint-Benoît-de-Mirabel. On connaît les enjeux. On parle de fraises ou de tomates, mais la durabilité, quand il y a des invendus ou des surplus, mais nous autres, on a toujours été là pour ces personnes-là. Souvent, on voit, c'est plus facile de laisser pourrir les trucs au champ que de les ramasser. Ouais, c'est fou. C'est là que nous, des fois, on intervient puis on dit, mais regarde, nous autres, on est preneurs. Puis je pense que dans ce milieu-là, c'est en affaires, il faut que les deux parties soient gagnants. Ouais. Fait que, tantôt on en parlait, c'est beaucoup plus facile de négocier un distributeur que de négocier un agriculteur, une personne. Mm-hmm. Donc, des fois, c'est à combien toi ça fonctionne, puis ça vaut la peine, puis à combien nous ça vaut la peine. Parce qu'en bout de ligne, si on le transforme, on prend aussi un risque, il faut le vendre par après. Puis si le client n'est pas prêt à l'acheter, ben nous, on est perdants. Fait que, c'est toujours ce jeu-là. Est-ce que ça vaut la chandelle de prendre un risque juste pour lui l'aider? Ça, c'est notre enjeu pas mal au day-to-day tout le temps durant l'été, l'automne, l'hiver. Ouais. Puis on l'a vu, là, excuse, tu disais quelque chose? Pendant la pandémie, bon, on l'a vu, ça a été rude pour la restauration. Écoute, l'inflation, la main-d'œuvre, tout a monté. Comment vous avez fait? Ça a été quoi votre modèle d'affaires pour dire, OK, on va passer ça, puis encore aujourd'hui, on a encore les répercussions de ça. Comment vous faites pour perdurer puis de rester dans l'innovation puis garder une clientèle constante? Là? C'est quoi votre modèle? Je te dirais qu'on est pas moins créatif, mais on calcule plus qu'avant. Okay. Donc, avant, on faisait nos saisons, notre année, puis on rencontrait le comptable à la fin de l'année. Okay. Il y a plusieurs. Fait que, mettons, on parle avant la pandémie, il y avait comme plus de jeux, plus de... 100%. Ouais. Puis, durant la pandémie, on a appris à calculer en fonction d'une période donnée pour survivre. Parce que, moi, je l'ai toujours dit, ça reste une entreprise. Mm-hmm. L'entreprise n'a pas tant d'émotions. Si tu fais pas de profit, tu n'existes pas, surtout en restauration. Quand on a fermé pour la pandémie, là, on avait au-dessus de 200 000 en inventaire de nourriture. Oh, donc, ça reste que le risque est là. On a payé tous nos fournisseurs. Ça reste que, on a réussi on a congédié 150, 180 employés. On s'est retrouvé à 3. Donc, la créativité puis la survie a fait qu'on s'est démené. On avait déjà une structure, un site web, avec une plateforme en ligne, ce que peu de restaurateurs ont parce que c'est pas le créneau qu'ils veulent. Donc, nous, on s'est reviré, on n'a jamais fermé, on s'est reviré sur un dizaine, on a commencé à produire. C'est ce qui nous a sauvés. Vous êtes viré vers la livraison de produits? Oui. On a beaucoup de boutiques en ligne, point de chute, un peu en mode épicerie. Mm-hmm. Maintenant, on vend dans entre 40 à 50 métro, IGA, bannières, épicerie. Donc, on a vraiment grossi la marque, mais on fait encore 100% de la production. Donc, on prend encore 100% des risques. On gère 100% de la main-d'œuvre, 100% des coûts de production. Donc, ça reste quand même un gros enjeu. Ah, c'est sûr. C'est assez gros, 150 employés à congédier, ça ne devait pas être évident. C'est pas le fun. Ouais, non. C'est parce que ça reste une partie de ta famille, c'est ta vie. Puis, congédier 150 employés pour en réengager 150, on parle tout le temps de pénurie de main-d'œuvre. Ça reste que la restauration, c'est la même chose. Trouver des employés qui veulent travailler soir, fin de semaine, c'est pas des gros salaires. C'est un peu comme... Il y a un parallèle à faire avec l'agriculture là, qui est quand même assez fou. Là, Nous autres, c'est sûr qu'on était dans l'essentiel. Là. On était dans du vent. Fait qu'on
On l'a vécu, mais ceux qui produisaient la matière première, écoute, on a continué à produire pareil. Il y a peut-être eu des petits changements, mais là-dessus, je trouve qu'on a été chanceux, le monde agricole, c'est qu'on a continué à rouler. Tu sais. Oui, bon, sur la distribution, les fournées, bon, ben, vu que les restaurants avaient fermé, là, il y a beaucoup de producteurs horticoles il fallait qu'ils changent leur façon de faire, même de réduire la production, mais on n'a jamais... je pense pas qu'on a laissé beaucoup de champs vides. Ouais, non, c'est ça. Peut-être plus dans le maraîcher, ouais. Mais en grande culture. Ou les épiceries roulaient pareil. Vous autres, vous avez viré sur de la livraison, puis la distribution de produits pareil. Fait que il y avait un roulement pareil, là, mais on l'a pas vécu vraiment de dire hey, on faut licencier notre monde. Ça, on a été chanceux là-dessus, mais ça doit pas être des beaux moments. Puis la restauration, tu sais, nous, pardon, le but, c'est d'avoir nos employés, mais de les garder à l'année. Ouais. On génère un travail à l'année pour 150, 180 personnes. C'est énorme. T'sais. Puis le but, c'est, une fois que tu perds un employé, retrouver cet employé-là, ça prend un temps énorme. Ouais. Ça reste de la restauration. Il y a des plongeurs, il y a des serveurs, il y a des trucs, il y a des gens qui sont plus faciles à trouver, mais des personnes clés, des postes ressources, c'est incroyable parce qu'on est multidisciplinaire, on fait tout. T'sais. Est-ce que être au pied de cochon tourne à votre avantage quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir travailler pour vous autres? Là. Vous avez quand même une notoriété, puis c'est sûr que ça vous a aidé aussi avec l'émission Chef à cabane. Là, mais... Ce qui a beaucoup aidé, c'est l'érable. Avec l'émission, c'est qu'on a vraiment un créneau qui est unique. On a la chance de pouvoir engager plusieurs pâtissiers, ce qui est quand même assez rare en restauration au Québec. Il y a de plus en plus de boutiques, de pâtisseries, mais des restaurants avec une brigade de pâtissiers qui cuisinent simplement le sirop d'érable. C'est assez exceptionnel, c'est assez rare au Québec, ça n'existe pas. Donc, nous autres, on a vraiment axé pour la cabane à sucre sur le sirop d'érable. On produit, on utilise notre production puis on le transforme dans des recettes. Fait que ça, c'est ces employés-là, sont plus facilement comment je peux dire, ils veulent venir travailler pour nous plus facilement. C'est vraiment, ils voient là un avantage parce que ça reste que le sirop d'érable, pour nous, c'est l'art québécois. Là, ben oui. C'est le plus beau sucre. Ben oui. C'est la matière première. Donc, on le valorise. Puis, quand la cabane roule, les barils de sirop, là, ça se fait aller. Là, fait de cuisiner avec des 100 litres, des 200 litres de sirop d'érable, c'est pas tous les jours que tu peux expérimenter ça parce que ça reste un produit qui est tellement dispendieux que dans un restaurant, ça va être plus facile de travailler le sucre blanc que le sirop d'érable. Ouais, moi, j'avais une question un peu, je passe du coq à l'âne, là, mais tantôt, tu parlais de tes fournisseurs. C'est quoi qui fait que tu vas vouloir aller chercher le poulet chez un producteur, les tomates chez un autre producteur? C'est quoi que tu recherches dans tes produits? La qualité. Après ça, c'est le prix. Payé, puis le prix vendu pour notre client. C'est toujours... si je te le sers au restaurant, j'accepte de payer un peu plus cher pour avoir justement un produit haut de gamme. Par contre, quand je le fais en produit transformé pour une épicerie, on va regarder beaucoup plus un prix pour que le client ait une volonté de l'acheter, soit capable. On est vraiment conscient que ça coûte cher s'alimenter, puis on produit quand même des produits qui sont de luxe. Donc, on essaie vraiment de maintenir les marges au minimum, mais d'avoir un produit qui est accessible pour la clientèle. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'aller au restaurant, de dire, on travaille avec les produits de la ferme Antoine, on a un poulet qui est élevé au grain. Là, tu as un contact avec ton client. Tu peux passer, tu sais, en restauration, on passe 3 à 5 heures avec un client. Tu as le temps de parler, tu as le temps d'expliquer, de dire que ta tomate, ta salade, elle vient de tel producteur. Ça, tu le fais, toi, là, tu vas voir, mettons, les tables, tu vas faire un tour des tables, puis tu vas demander si tout est beau, puis là, sur nos menus, on met le nom des producteurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, ça reste que on raconte une histoire. Ouais, exact. Quand on met un produit chez Métro, chez IGA, en épicerie, ça reste que les gens n'ont pas cette histoire-là. Donc, magazine principalement de qualité avec un prix. Donc, tu sais, on essaie d'être respectueux. Puis, c'est notre barème. C'est un peu là-dessus qu'on joue. Puis, tu disais, bon, c'est garder une clientèle constante. Tu disais, tu faisais 10 menus dans une année? À peu près, ouais. Comment...
D'où vient cette envie-là de faire 10 menus? C'est quand même gros, de renouveler année après année, 10 fois. Ben, on crée des choses qui, par la suite, on se rend compte que c'est juste complètement imbécile ou c'est idiot, mais ça reste que c'est ce qui fait que la clientèle revient manger chez nous année après année. T'sais, au début, quand tu pars un restaurant, tu veux être le meilleur, tu veux faire partie des listes, tu veux être dans les meilleurs restaurants au Québec, au Canada. Tu as quand même cette volonté-là pour nous. Donc, tu crées des menus, puis tu crées une espèce de pattern qui fait en sorte qu'à chaque année, tu changes de menu. Sauf que d'année en année, notre entreprise évolue, notre terre a évolué, on a différentes entreprises. Donc, chaque entreprise a un créneau, mais quand tu rassembles les 3 entreprises ensemble, ça reste que les menus changent année après année, mais pas les produits. Une carotte, c'est une carotte, une tomate, c'est une tomate, un poulet, c'est un poulet, mais comment tu peux le cuisiner? Ça reste notre travail à nous. Mais comment tu fais? Elle vient de où, ton inspiration? C'est beaucoup de recherche, de développement, ça vient beaucoup. Avant, c'était très axé sur un chef cuisinier qui décidait d'un peu toute la production. Ouais. Maintenant, les plus jeunes, les chefs, ont la chance de pouvoir voyager un peu partout avec le monde. Il y a les réseaux sociaux. Donc, les recettes sont accessibles vraiment plus rapidement. Puis, on se crée des espèces de comités, des brigades. Okay. Puis, tout le monde apporte. On fait vraiment, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on veut pas faire? Puis, souvent, moi, j'aime me dire que un item qui fonctionne, tu l'enlèves pas, tu le gardes jusqu'à temps qu'il y en ait un meilleur qui le remplace. Ouais. Donc, il y a des trucs des fois qu'on va réutiliser, des bases de recettes, mais dans le temps des sucres, chaque année, on enlève. On va utiliser la même recette de soupe au pois, mais tous les autres items vont changer. Puis, c'est un peu ce qui fait notre marque de commerce, c'est ce qui fait que les gens reviennent année après année. T'sais. Puis, il faut quand même que ça soit prévu d'avance, parce que si vous faites dans le fond, vous cultivez un peu de ce que vous cuisinez, il faut que ça soit prévu au printemps pour prévoir la production. Ah oui, il y a énormément de préparation. Juste comme là, les cultures que tu vas prévoir pour le printemps, mais tu dois les partir, tes parts en semis. Même quand on parle cabane à sucre, mais la quantité de nourriture qu'on va commander, il faut le prévoir. Si tu veux de la qualité, tu n'as pas le choix d'appeler ton producteur et de dire voici ce que je vais utiliser. Est-ce que c'est possible? Parce que sinon, tu tombes dans le commercial, puis c'est là qu'un peu, nous, on se dénature. Puis c'est quoi, dans tout ton parcours, c'est quoi que tu es le plus fier de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli? C'est-tu de tout le temps établir des relations avec des producteurs locaux? De quoi tu es le plus fier dans tout ce que tu as fait? Mais je pense que c'est le cheminement, le build-up de l'entreprise. Ça reste que ton entreprise est à ton image, puis c'est les liens qu'on a tissés un peu avec tous les gens. Puis autant la clientèle qui vient manger année après année, autant les agriculteurs, les producteurs. Puis, tu sais, ça reste que c'est une grosse famille, c'est une belle famille, tu sais. C'est un peu ça notre paye. Puis en bout de ligne, quand on regarde, tu sais, on dit on fait 10 menus par année, tu sais, on est rendu écœuré, on est tanné. Mais ça reste que cette banque de recettes-là, c'est incroyable. Tu sais, on a produit des super belles choses. On a fait plein d'erreurs, mais on a produit des trucs absolument incroyables. Puis ça, tu sais, en tant que cuisinier, c'est valorisant. Tu sais, tu regardes ça en arrière et tu te dis, waouh, on en produit des choses. Tu sais. Puis ça prend combien de temps à maîtriser une recette? Mais tantôt, on en parlait, tu sais, de faire autant de menus, tu sais, pour un cuisinier normal, de maîtriser une recette, ça peut prendre 1 à 2 mois. Sur une saison de 3 à 4 mois. Donc, tu sais, tu as 1 à 2 mois de formation, 1 mois de maîtrise, puis après ça, les trucs, tu sais, on change. Puis des fois, il y a des recettes que tu vas travailler pendant 1 année, ça ne fonctionnera pas. Puis des recettes, des fois, en 1 semaine, tout est canné. Puis des fois, la simplicité est pour beaucoup, mais quand tu as une simplicité, c'est que tu as une qualité. Donc, plus tu as des produits de qualité, plus ça peut rester simple. Puis je ne veux pas dire, moi, plus les produits sont moins de qualité, mais plus tu as des produits standards, plus des fois, tu apprends à les travailler, puis ça reste un enjeu. C'est ça ton challenge aussi, tu sais. C'est comme, on parle de poulet, tout le monde mange du poulet, ou tu sais, un pâté chinois, mais comment je peux faire, ou tu sais, comment je peux faire en sorte qu'une recette de pâté chinois va être meilleure, ou tu sais, va créer un effet wow quand les clients viennent manger chez nous. Tu sais, c'est ça un peu
notre challenge. Allez-vous des fois chercher le... Hey, ça goûte comme le pâté chinois à ma grand-mère, mettons. Allez-vous des fois... 100%. Ouais, c'est ça. On fait hein? souvent des recettes, tu sais. Ce que les gens ont pu maintenant, c'est des vieux livres de recettes. Ouais. On dirait que ça se perd, mais nous, on va encore chercher ces recettes-là dans les livres. Tu sais. Wow. Même Martin, tu sais, cette année, on a fait un gâteau aux fruits. Tu sais. Mais la recette de gâteau aux fruits vient à la base de la grand-mère de Martin OK. et modifiée, adaptée, version 2024 avec les nouvelles technologies. Puis ça reste qu'il y a un build-up, il y a un cheminement, tu sais. Puis on se sert de ces recettes-là pour que ça goûte encore meilleur. Ah, c'est bon. Puis tu parlais de challenge, disant que de renouveler les recettes, c'est un challenge. C'est-tu de quoi qui t'allume, qui crée ton adrénaline? Tu sais, nous autres, on est plus dans la grande culture. Mettons, on est l'hiver, hein, on a hâte que les semences commencent, on a hâte. On fait un rush de fou. À la fin des semences, on se dit, hey, on est écœurés de faire les semences, on veut juste aller se coucher. Quand c'est fini, on a hâte que l'automne arrive, faire notre rush d'automne. C'est fini, on arrive à la fin, on est écœurés de faire notre rush d'automne, mais on a hâte pareil que ça recommence. Idiot, hein? C'est un cycle. Comme, on a envie du rush, mais on sait qu'on se brûle, mais c'est de quoi qui t'allume? La même chose. Ouais. Ça reste que chaque début de saison, l'adrénaline, tu sais, ça nous pogne, puis on a envie de développer, puis on a toujours envie de plaire, puis c'est ce qui nous allume. Tu sais, si on n'a pas cette fougue-là, on a l'impression qu'on va mourir. Ouais. C'est sûr que quand on part le menu, la fatigue embarque. Il y a toujours des meilleures ou des moins bonnes saisons. Puis quand t'en as une super bonne, t'as l'impression de surfer la vague, c'est le fun. Mais quand ça va pas bien, ben c'est ça. C'est les mêmes enjeux. Tu sais, Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que pour nous autres voir une levée de maïs, mettons, tout égal, tout bien levé. Tu sais, on a le stress de le planter, le maïs, c'est quasiment du gambling, on sait jamais la température. Des fois, on l'a vécu, là, des gels là, au printemps, là, que ça a scrapé des bonnes parties de terre. Mais quand tu vois un maïs V égal, tu sais que tu as déjà une bonne partie de la saison de fête, là, tu sais. C'est satisfaisant, puis cette satisfaction-là, là, elle vient toute te nourrir la passion que tu as. Même si quand des fois, t'es brûlé, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, à sacrifier du temps avec ta famille, justement, là. Mais c'est ta récompense. Ouais, drôle ça. Non, mais c'est la même chose pour nous, tu sais. Ouais. On regarde des menus, puis tu sais, tu regardes ton maïs, nous autres, c'est les commentaires qu'on reçoit de nos clients, tu sais. Quand tout va bien, on a de l'air tellement intelligent, mais quand tout va mal, tu sais, on n'emmène pas large, là. C'est la même chose. Surtout quand le voisin, il se promène avec son pick-up, puis il fait juste regarder ton maïs à toi. Hey, regarde, là, va t'en voir ailleurs, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent sur le bord du chemin qu'on se plaint. Nous autres, on regarde le maïs des voisins. Ouais, c'est ça. mais on n'en fait pas. Puis tu sais, tu parles du maïs, mais tu sais aussi au début, on a parti l'érablière, on avait zéro connaissance. Tu sais, on a parti une érablière. Nous autres, on voulait avoir un laboratoire de sirop d'érable pour la cuisine. Okay. On s'est retrouvé avec 6000 entailles. On n'avait jamais entaillé un érable. Okay. Comment tu produis du sirop d'érable? Tu sais, versus là, ça fait une quinzaine d'années. Je pense qu'on est quand même une sommité dans la transformation du sirop d'érable. Les gens, nous ont regardés, nous ont vu évoluer. Ça reste que c'est un cheminement, on a appris beaucoup, tu sais. Ouais. Mais vous vous entourez probablement de monde aussi, des experts. On parlait tantôt de Stéphane Gay. 100%, ouais. Tu me disais que tu l'appelles quand même quand tu as des questions. Puis c'est le fun du monde généreux de même de leur temps. T'sais, on a besoin, nous autres aussi, des fois. Ça nous prend du monde de dire, regarde, essaye donc ça à la place, ça va peut-être mieux aller pour cette année, puis on regardera pour l'année prochaine. Là, mais... 100%. T'sais, nous autres, on fait encore affaire avec plein de gens qui sont plus intelligents que nous, qui vont nous aider pour justement développer et s'améliorer. Ouais, c'est ça. Je dis souvent, moi, avec les gars à la blague, c'est pas qui est important, c'est qui tu connais. En voulant dire, c'est important de bien s'entourer. Y a-tu des personnes autour de toi qui ont été importantes pour te rendre où est-ce que tu es là aujourd'hui? Des personnes, tu sais, oui. Des personnes, tu sais. On parlait de Stéphane Gay, tu sais, juste pour le sirop d'érable. Tu sais, juste le fait d'avoir cette personne-là dans ta liste de contacts pour t'aider, autant pour le... C'est tout le côté chimique. Dès que ça rentre, c'est très cérébral, des trucs très techniques, la chimie. Souvent, tu te rends compte que tu n'as pas ces outils-là. T'sais, toi, tu es capable de le faire, tu es capable de mettre les mains puis de le travailler, mais le raisonnement est plus difficile parce que tu n'as pas les connaissances. Fait que c'est toutes ces personnes-là. Mais après ça, non. Je pense qu'on s'est toujours bien entouré. Puis la vie fait bien les choses.
sais, autant notre équipe de télévision nos producteurs qui ont travaillé avec nous, tu sais, on a eu 11 belles années. Tu sais, ça nous a permis d'évoluer en tabarouette, là, tu sais, de construire des choses puis d'avoir une équipe qui dit, ben, t'as envie de le faire, fais-le. Tu sais, c'est rare. Parce que normalement, tu penses à l'aspect monétaire. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux. Tu sais, là, c'était des gens qui vous avez des projets, faites-les. Donc, tu sais, ça, juste d'avoir une équipe qui peut faire ça, qui travaille de pair avec toi, ça, je pense que c'est vraiment valorisant. Oui, c'est ça. C'est toujours important de bien s'entourer parce qu'on peut pas être excellent dans tous les domaines de notre entreprise. Tu sais, le temps que Stéphane passe à développer, à penser, à produire différemment du sirop, tu as d'autres choses à penser là aussi. Là. Tu peux pas te mettre à développer une façon de faire de la recherche, tout. Tu as tout ton côté cuisine à penser, à renouveler, à innover. Fait que c'est le fun quand il y a quelqu'un qui donne son temps, qui développe comme qu'il fait Stéphane. C'est vraiment impressionnant. Là. Si vous allez voir quelqu'un qui apprendre sur le sirop d'érable, là, Stéphane Guy d'érable et Chalumeau, là, c'est incroyable. Mais ça prend des acteurs comme ça, là, mettons, pour l'industrie agricole, là, puis aider tout le temps à produire mieux, à produire plus, tout en restant rentable, évidemment. Là. Mais, ça en prend des joueurs comme ça. Là. Puis dans tout ton parcours de cuisine, d'agricole, c'est quoi la plus belle leçon que ça t'a amené, tout ça? L'humilité. OK. Tu sais, pour vrai, quand tout fonctionne bien, tu le prends, puis je pense qu'il faut juste être humble. Ouais. Parce que d'une année à une autre, tu parles de ton maïs, tu sais pas ce qui t'attend. Fait que, nous autres, c'est souvent ça. On apprend à travailler les produits, à se fier à ce qu'on a, à la météo. On fait de l'agriculture, de la restauration. Puis je pense que l'humilité, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir parce que tu sais pas ce qui t'attend l'année d'après. Puis faut pas brûler, tu brûles pas la chandelle par les deux bouts non plus. C'est comme, faut être respectueux, puis avec autant tes clients que tes fournisseurs, avec tes employés, parce que nous, on dépend beaucoup de ça. Donc, ça reste qu'on essaie de rendre un peu tout le monde humble par rapport à ça. On essaie de se dire qu'on n'est jamais vraiment les meilleurs, puis que l'année prochaine, on va peut-être être encore mieux, ou ça se peut qu'on soit peut-être moins bon, ou qu'il y ait d'autres enjeux. Ouais. Donc, puis la loyauté, ça, c'est la plus belle chose aussi. Plus tu es loyal envers tes employés, envers tes producteurs, envers tes clients, plus les gens vont revenir, plus tu vas avoir des coups de main. Parce que nous autres, on le sait, on a souvent besoin de coups de main de gens autour parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, cette loyauté-là, d'être assez... d'aller parler directement avec les gens, mais ça nous sauve beaucoup. Une idée de recette que tu as faite la plus folle, qu'en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. T'en as-tu une en tête, tu as essayé quelque chose, tu pensais que peut-être ça allait donner quelque chose, mais t'as-tu de quoi que tu dis non, ça, on met ça aux poubelles, là, ça marche pas, mais. Il y a tellement de recettes qu'on n'a pas menées à bout. D'idées comme ça, non, j'en ai pas, d'idées de recettes, tabarouette. Non, on a tellement fait de trucs. Puis des fois, tu vois, il y a des recettes qui marchent pas, mais qui vont marcher 2 ans, 3 ans plus tard. Ouais. Parce que tu n'avais pas les connaissances, tu n'avais pas les bonnes personnes, tu n'avais pas les bons ingrédients. Donc, des fois, c'est juste, tu laisses tomber puis tu le reprends plus tard. Fait que tu notes tout, dans le fond. Tout ce que tu essayes, tout est noté. Tout est, on essaie de tout noter. Ouais. On n'a pas le choix. Maintenant, parce que nous, on fait des recettes, après ça, il faut les redonner à des gens qui arrivent, qui n'ont jamais vu le développement, qui n'ont jamais vu le cheminement. Donc, il faut que tout soit écrit, tout soit standardisé. Et là, je pense à ta recette qui a pas marché. Je peux pas te dire, hey, crime. Ou c'est quoi le plat que tu as du fun à faire, que tu aimes le plus faire? J'aime beaucoup cuisiner. Le plat que j'aime le plus faire, et je pense pas que c'est un plat, je pense que c'est la saison. Il n'y a rien de meilleur qu'un bâton de tir dans le temps des sucres, qu'une soupe au pois dans le temps des sucres, une sandwich aux tomates durant le temps des tomates, un morceau de maïs. C'est la simplicité puis la qualité. Moi, d'être capable d'offrir ça à une clientèle, ma paye est faite. C'est vraiment ça.
C'est vraiment d'offrir le produit de la saison en cours, dans le fond. Ouais, puis on est quand même bien fait, tu sais. On passe l'hiver, puis je suis content d'avoir la météo, la température au Québec, tu sais. L'hiver, c'est un peu plus drabe. Tu apprends à cuisiner différemment. Tu sais, on revient beaucoup aux trucs classiques. Mm-hmm. Tu sais, quand tu tombes dans le temps des sucres, le jambon, le sirop d'érable, l'odeur, tu sais, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Après ça, tu tombes dans l'été, le temps des pommes. Tu sais, tout est important. On dirait que si on avait la même saison à longueur d'année, ça deviendrait, tu sais, ça deviendrait plate. Moi, c'est vraiment ça. C'est comme une expérience, dans le fond, que c'est pas juste de manger une sandwich aux tomates, c'est de manger une sandwich aux tomates dans la saison, des tomates, puis de suivre ça. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mangé les produits à la bonne température, au bon moment. Bon temps, ouais. Tu sais, quand tu produis une tomate, manger une tomate chaude, tu sais, quand tu dis que ça goûte le soleil, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça, ouais, tu sais. ouais. Souvent, la tomate est au frigo. Ouais. Elle Elle a transformée. quasiment été cueillie verte, puis elle a mûri. Ouais. Tu sais, on joue beaucoup sur les sens, puis c'est juste les petits détails qui vont faire la différence. Tu sais. Ben, pour moi, personnellement, tu sais, ça, pour moi, c'est important. Ouais. Avant d'aller à ta dernière question, je veux juste dire, si vous avez des questions, il y a un micro qui va se promener. Janie, elle va avoir un micro. On va vous laisser un peu de temps. Fait que pensez à quelque chose, là. Ça va nous faire plaisir de. Ben, Vincent, je pense que ça va te faire plaisir de répondre. Ben oui. Fait que, Alex, si tu veux y aller avec ta dernière. On sait que tu as beaucoup voyagé. Ben, en tout cas, j'ai lu un peu sur toi. Tu as beaucoup voyagé pour la cuisine. Qu'est-ce qui fait que la cuisine au Québec est spécifique au Québec? Qu'est-ce qui est différent des autres pays qu'on est mieux? Qui se distingue, là? On se distingue des autres pays ou qu'on est différent? Ou des autres provinces aussi? La créativité. Puis la créativité vient avec l'argent. En restauration, on a moins d'argent que plusieurs pays. On n'a peut-être pas la même masse de clients que certaines villes ou grandes métropoles dans le monde. Ça fait en sorte que pour offrir un produit de qualité abordable, on est super créatif. Puis c'est ce qui fait que Montréal ou le Québec en général est sur la carte des pays qui sont gourmands, là, des villes gourmandes. C'est vraiment ça, la créativité. Tous les chefs, mes amis, ça reste que tout le monde cuisine les mêmes produits, mais de façon différente, puis chaque table est unique. Puis t'es allé faire des stages en Europe, je pense. C'est quoi que t'es allé chercher par ces formations-là? La maîtrise, la technique, c'est de voir autre chose. Puis c'est aussi la culture, débarquer dans un autre pays avec, comme je disais, un sac à dos, un couteau, un tablier, puis un carnet de notes, ça reste que t'as des sacrés vertiges, puis ça reste un milieu qui est très difficile, très hiérarchique. C'est un milieu qui était pire dans le temps. Maintenant, c'est quand même plus doux, plus soft. Mais ça reste que tu prends des bons vertiges, puis c'est ce qui te bâtit une personnalité puis une identité culinaire, vraiment. T'sais. Parce que tu voyages un peu partout, puis tu apprends à goûter des choses qui sont complètement différentes. Oui, c'est différentes cultures d'une place à l'autre. 100%. Puis quand tu tombes en amour avec le voyage, avec la cuisine, c'est la plus belle chose. T'sais. Ouais. C'est les épices, les marchés, les odeurs, ça reste que tous tes sens sont tout le temps à leur apogée, dans le pic. Puis ça, moi, je me rappelle de ça. Puis c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes filles. On part en voyage, tu vas dans un marché d'épices, mais sentir, voir les couleurs, c'est fou. Puis c'est pas tout le monde qui... Moi, je suis cuisinier, donc j'essaie de mettre l'accent sur ça avec la famille. Mais c'est un bel enjeu. Je pense qu'on le fait tout, quand on part en voyage, on s'en va en Europe, n'importe où. On veut, c'est même quand le monde, mettons, vient au Québec, quand le monde des voyageurs qui viennent, faut qu'ils goûtent à la poutine, C'est dans nos plans quand on fait un voyage. Faut aller manger. On n'a pas le choix de manger, là, on est des humains, mais tant qu'à voyager, on va aller goûter des choses différentes, on va aller découvrir des choses. On se pose même pas la question, c'est dans notre voyage, notre itinéraire, on réserve déjà les restaurants avant de partir. C'est dans nous autres. On veut aller découvrir qu'est-ce qui se fait là-bas, puis des classiques. Puis, on les a, nous, au Québec. Tu as besoin de te nourrir 3 fois par jour. Ouais. Donc, ça reste la base. Ouais. Comme c'est la base, autant avoir du plaisir. Exact.
Très bien. Merci, Vincent. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui a des questions pour Vincent? Oui. Ah. On va vous passer le micro, madame Jenny Sanvier. Vincent, je veux savoir, est-ce que c'est toi qui cuisines à la maison? C'est un travail d'équipe. Ah, Wow. c'est bon. Chacun a ses tâches. J'aime bien cuisiner dans les jours de congé, mais c'est beaucoup plus organisationnel. Mais j'aime manger la simplicité. Tu sais, de la cuisine de maison, c'est quelque chose qui... Ça me manque tout le temps. Donc, de se faire cuisiner, c'est le plus beau luxe que moi j'ai. Tu sais, aller chez ma mère, recevoir un repas qui est tout fait, tout beau, tout chaud, c'est la plus belle chose. Je vis encore pour ça. Donc, tu sais, à la maison, ma blonde va cuisiner des trucs très, très simples et je prends énormément de plaisir à les manger. Parce que je sais le travail qu'il y a derrière, puis avec la routine, c'est quand même une grosse job. Non, c'est bien, bonne question. Ça me fait penser, est-ce que t'es pas tanné de ça, d'arriver chez vous puis il faut que tu te fasses à manger, mettons, Non. Tu sais, parce qu'on le vit à chaque, tu le vis, c'est ça ton métier, c'est ça ta passion, tu sais, nous autres, je vais le prendre par exemple, là, tu sais, on est d'un champ à l'année longue, quand nous autres, notre saison morte, c'est l'hiver, quand j'ai un peu de temps libre, je m'en vais jouer à Farming Simulator. Puis on a plein d'amis agriculteurs qui vont faire de la grande culture, mais qui vont faire de l'agriculture à longueur d'année. Puis à côté, vont quand même avoir un petit jardin juste pour eux, pour profiter de ces moments-là. Donc, non, jamais je suis écœuré de cuisiner. C'est ce qui m'allume, puis souvent, ça te permet... Tu as besoin de reset un moment donné. Tu as besoin de temps mort, puis après ça reste que c'est ton métier, puis c'est ce qui rallume la passion un peu. Ouais, puis je reviens un peu à ce que tu disais. Quand on a notre roche, on travaille toute la semaine, on se voit la fin de semaine pour souper, c'est quoi qu'on parle? On parle d'agriculture. Ouais, c'est ça. On décroche jamais, on dirait. En écœurer nos blondes, là, mais... Ouais. C'est ça. On est tellement passionnés de ça. On parle de restauration. C'est ça, on est tellement passionnés. Puis c'est un mode de vie, il faut le dire. Là, l'agriculture, même pour vous autres, c'est carrément un mode de vie. On est 100% tout le temps là-dedans. Tout le temps. Tout le monde qui est là-dedans, ils le savent. Là, je pense que tout le monde le sait. Oui. Ouais. Si tu es en agriculture, tu le sais, c'est un métier de passion. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu es à 100%, un peu comme... C'est la même chose avec la restauration. Ouais. Puis nous autres, on a un service à donner à des clients. Donc, si j'ai une personne qui n'est pas là, ça reste que le client vient, va payer. Ouais. Je ne peux pas remettre ce client-là à plus tard. Je ne peux pas déplacer son rendez-vous. Les gens viennent manger, puis l'appréciation est instantanée. Les gens payent à la fin, puis ils ont une appréciation. T'as-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça? Donc, on a comme un peu les mains liées par rapport à ça. C'est ce qui fait qu'on aime ça. C'est notre thrill. Exact. Est-ce qu'il y a une autre question pour Vincent dans la salle? Oui, monsieur? Vincent, tout à l'heure, tu as parlé que à un moment donné, il y avait comme une récolte ou des légumes qui allaient se perdre, puis tu as dit, nous, on est preneurs. Je voulais savoir le fait de commander tes légumes, tes produits de producteurs, etc. Est-ce que ça permet également de faire en sorte qu'il y ait moins de pertes à la fin, ou que même tu peux le prévoir dans ton processus, que s'il y a des choses qui ne seront pas utilisées, ça peut devenir un sous-produit pour quelque chose d'autre dans ton menu? On valorise, je dirais, là, 100% des produits qu'on a. On essaie de jeter le moins possible. Tu sais, quand on récupère quelque chose, on va le transformer à un point tel qu'à un moment donné, tu sais, ce qu'on va jeter, c'est de la poubelle. Tu sais, on ne peut plus l'utiliser. On essaie vraiment de valoriser, puis c'est notre rôle de créer des nouvelles recettes. Après ça, il faut que les gens soient enclins à l'acheter. Donc, ça reste toujours l'enjeu. Tu sais, l'acheter à combien, c'est quoi le prix, mais de le valoriser, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Bien dit. Merci pour la question. Une autre question? C'est un peu ce qu'on avait fait avec le verger. Tu sais, au début, quand on a eu le verger,
on s'est dit, on va faire des tartes. On a un des plus petits vergers possibles pour avoir un permis d'alcool, mais ça fait toujours beaucoup trop de tartes qu'on pouvait produire pour ce qu'on peut vendre. Donc, on s'est rendu compte qu'on était capable de valoriser en faisant une autre chose. On a commencé à faire du jus, du cidre. Puis, tu sais, maintenant, on achète 3 à 4 fois la grosseur du verger en pommes pour subvenir à nos besoins. Ah, ouais. On essaie toujours. Puis, on a l'avantage de pouvoir commencer tranquillement, de ne pas être dépendant. Tu sais, notre avantage, c'est qu'on est gros. Notre désavantage, c'est qu'on est gros. Tu sais, on a plusieurs ramifications, mais quand on commence un projet, on le commence à petite échelle, avec des petits volumes, parce qu'on le sait que cette portion-là n'a pas nécessairement besoin d'être rentable. Par la suite, cette portion-là devient imbriquée dans notre entreprise au complet. Tu sais. Donc, c'est vraiment, tu sais, on y va tranquillement, étape par étape, puis on essaie de valoriser tu sais, chaque espace, chaque pied carré de notre terre, de notre emplacement. Rentabilise tout ce que tu as, tout l'espace que tu as, puis après ça, quand tu vas être rendu à côté, ta dernière vache, elle va être à côté sur le mur, là, vas-y. Là, tu sais que là, tu peux réinvestir, tu vas être correct, parce que c'est de créer un trou, que là, ce trou-là, faut que tu le payes sans que ça te revienne dans ton investissement. Le retour en investissement. C'est là qui est dangereux. Là, tu sais. Mais c'est un peu ce qu'on fait partout, tu sais. On grossit pas tant et aussi longtemps qu'on est capable d'optimiser dans cet espace-là. Puis par la suite, on grossit ou on monte en hauteur. Tu sais. Mm-hmm. C'est nos enjeux à tous les jours. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est bon comme ça. Ben, merci beaucoup, Vincent. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Ben oui, merci. Oui, merci d'avoir été là. Bonne dernière journée de salon. Ben oui. Non, mais merci beaucoup de ton temps, ta générosité. C'est super le fun. C'est tout le temps le fun d'apprendre des histoires puis des parcours comme les tiens. Merci, Alex, d'avoir été là. Merci à toi. Yes. Si vous voulez aussi nous suivre, Fondrant, ben écoute, on est disponible, on est là dans pas mal toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Comme je dis, c'est tout ce qui touche à l'agriculture. On est présent au salon si vous voulez nous voir. Venez nous voir. On est dans le pavillon BMO, mais juste avant de traverser dans le pavillon de Solio. Fait que si vous voulez nous dire un petit salut, jaser, si vous avez des questions, on est là. Venez nous voir. Puis, tu ne seras pas là cet après-midi, mais on a un autre mandat à faire cet après-midi. Oui, c'est ça. Après-midi à 13h. Ouais. Dans le fond, on va recevoir Pierre-Luc Leblanc du groupe Aquino, puis Steve Comtois de Comstar. Ouais, on va parler d'innovation. Assurément, avec eux autres, c'est deux personnes qui innovent, qui ont la mentalité d'innover, puis ils veulent innover pour rester tout le temps à jour dans leur production, puis être efficace. Ça va être super intéressant. Fait que si vous voulez voir ça, ça va être très, très bon. Fait que, moi, j'ai une petite question avant. Là. Je viens de dire, je m'en allais tout à l'heure. Je m'en vais en Espagne. C'est quoi que je peux pas passer à côté dans la bouffe? En Espagne? Oui. C'est bon. Les marchés. OK. Marché de poisson, marché de viande. C'est des choses qui sont tellement marquantes. C'est des couleurs, des saveurs, des odeurs, des personnes derrière chaque comptoir. C'est la plus belle chose. Puis c'est de manger, de goûter, puis de pas avoir peur parce que tu vas être déstabilisé. Tu sais, la culture est complètement différente. Donc, ce qui est bon ici n'est pas nécessairement bon là-bas et vice-versa. Donc, ça se peut que tu t'aies à te faire une espèce de reset mental sur ce que toi, tu t'attends d'une qualité de nourriture. Mais c'est de manger aussi varié que le nombre de ce que tu peux manger par jour. D'augmenter à un 4e repas, ça serait parfait en Espagne. Ça va être moins bon pour Beden. Parfait, je vais mettre ça sur mon horaire. Hey, bon voyage. Merci. Yes. Bon voyage. Merci à l'organisation du salon. Merci, Gianni, de nous avoir confié ce mandat. C'est le fun. Merci, Gianni. C'est le fun. Merci. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de salon à tous. À la prochaine. Merci encore, Vincent. Ouais, merci à vous deux.